Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vraie vidéo où je peux enfin vous proposer le type de contenu que je vous ai teasé dans ma vidéo de présentation. Je suis trop contente d'être là, je suis hyper excitée comme d'hab de vous parler de ce dont j'ai à vous parler parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur étant donné que le cinéma, vous l'avez compris, c'est vraiment ma passion ou du moins une de mes passions. J'aime ça de tout mon cœur. Dites-moi si vous partagez mon avis, si vous avez eu les mêmes ressentis vis-à-vis de ces films-là, quels effets ils vous ont donné. Si vous les regardez, revenez sur ma vidéo, m'en parler. Vraiment, je suis toute oui à ce genre de commentaires et de discussions. Je suis là pour ça en fait, littéralement, je suis votre guide cinématographique. Donc sans plus attendre, passons au contenu de la vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de 6 films qui ont littéralement changé ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas la même personne depuis que je les ai vus. J'ai eu littéralement une illumination en les voyant. Enfin, quelque chose a changé chez moi. Je parle très premier degré. Je sais que je suis pas la seule à avoir ce genre d'effet devant certains films. Mais alors ceux-là en particulier, ça a vraiment été un cataclysme positif dans ma tête et dans mon cœur. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je me suis pris un petit latte pour être bien à l'aise et avoir de quoi m'hydrater pendant que je suis en train de vous parler. On passe donc au premier film de cette vidéo qui est peut-être le plus important pour moi. En tout cas, c'est Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, connu pour son film Challengers ou plus récemment Queer, qui est un film que je vous recommande de tout mon cœur, que j'ai vu au cinéma, que j'ai trouvé superbe. Littéralement, Daniel Craig est phénoménal dans le rôle du personnage principal. Donc c'est un film qui est sorti en 2017 à la suite du livre d'André Aciman, sorti quelques années plus tôt si je me trompe pas. C'est un film que j'ai vu à l'âge de 12 ans pendant le confinement, comme la plupart des gens quand il a explosé, puisque son succès est surtout arrivé 3 ans après sa sortie. Je dirais que une très grande partie de ma personnalité est construite autour de ce film. Mon adolescence a tourné autour de ce film. Dites-vous que je l'ai vu peut-être une quinzaine de fois, je l'ai montré à mes proches, je suis extrêmement attachée émotionnellement au personnage principal qui s'appelle Elio et qui est joué par Timothée Chalamet. Le grand Timothée Chalamet. Je consacrerai d'ailleurs sûrement une vidéo à cet acteur qui est très cher à mon cœur, ainsi que les films dans lesquels il a participé. C'est un film qui m'a touchée pour ses visuels, ses musiques, ses acteurs et surtout les messages véhiculés à travers la culture qui est dépeinte, que je trouve tout simplement somptueuse et je pèse mes mots. Donc Call Me By Your Name, c'est l'histoire de Elio Perlman, 17 ans, qui est en vacances avec ses parents dans leur villa italienne, perdue au fin fond d'un village qui s'appelle Crema. Il est fils de parents très bien instruits, qui ont tous les deux une très bonne situation financière et qui sont surtout très cultivés et lui enseignent cette culture, que ce soit à travers les langues, la musique ou l'archéologie qu'étudie son père. Et donc dans le cadre de son travail, son père, chaque été, accueille un étudiant en archéologie dans leur villa et ainsi il vit avec la famille pendant tout l'été. On fait donc la connaissance d'Oliver, personnage secondaire du film, dès le départ, qui vient donc dans le cadre de ses études. C'est à ce moment-là que va se jouer la rencontre entre Elio et Oliver qui va changer le cours de leur vie respective, puisque Elio est un adolescent qui est très en avance sur son âge, qui aime la musique, la littérature, tout ce qui est culturel finalement. Oliver, c'est un étudiant brillant et les deux vont littéralement être bouleversés par leur propre rencontre et par les sentiments qu'ils vont éprouver à la suite de cette rencontre. C'est un film qui a pour fond l'homosexualité, mais après l'avoir vu autant de fois et m'être vraiment renseigné dessus, avoir lu le livre, etc., je dirais que l'homosexualité est vraiment pas le sujet principal de cette histoire. Pour moi, on est plus sur la découverte personnelle. C'est hyper important de garder ça en tête, c'est le sujet fondateur du film, la découverte de soi, de ses désirs, ainsi que le fait d'être finalement bouleversé par une personne qui nous sort de notre confort de vie et qui nous pousse dans nos retranchements, puisque aucun des deux ne sait précédemment
qu'il est homosexuel. Aucun des deux n'est ouvertement d'ailleurs, même à la fin du film, homosexuel. C'est plus l'histoire d'une rencontre d'une personne à une autre. C'est un film extrêmement esthétique et contemplatif. On est sur de très belles images, parfois longues, posées. Donc c'est un film que je recommande de voir plusieurs fois pour vraiment apprécier la beauté de l'Italie et surtout de la maison dans laquelle ils sont. Ainsi qu'un film très très musical, puisque c'est le superbe Sufjan Stevens qui fait donc toutes les musiques. Vous devez connaître Mystery of Love, Futile Devices ou Vision of Gideon. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour Futile Devices, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Je tiens à préciser que la plupart des réalisateurs dont je vais parler auront chacun leur vidéo dédiée sur mon compte, donc restez à l'affût. On a donc Sufjan Stevens qui nous donne un fond musical extrêmement beau, sensible et romantique, mais on a aussi une sélection de musique très très bien choisie. Une barque sur l'océan de Ravel qui est juste pour moi un des plus beaux morceaux de classique centré sur le piano qui existe littéralement. C'est un de mes compositeurs préférés, Ravel. Mais Une barque sur l'océan, je vous invite à aller écouter le morceau en lui-même qui dure à peu près 7 minutes. C'est un bijou, il n'y a pas plus beau. Je vous invite même à écouter la playlist du film qui est juste superbe. Une fois que vous aurez vu le film, elle résonnera absolument pas pareil dans votre cœur. Comment parler de Call Me By Your Name sans aborder la phrase Is it better to speak or to die? C'est une phrase qui vient d'un roman français, donc c'est une petite fierté. Je songe très sérieusement à m'en faire un tatouage parce que c'est une phrase qui m'accompagne, que j'ai très proche de mon cœur depuis que j'ai vu le film en fait tout simplement. Parce que pour moi c'est vraiment cette tension entre le fait d'extérioriser ce qu'on ressent, quitte à être jugé, quitte à être catégorisé, nos propres mots finalement se retournent contre nous, ou bien mourir, que dans certaines situations, on est face à des dilemmes moraux qui font qu'on est obligé de se taire. C'est vraiment cette tension entre ces deux concepts, d'extérioriser ou bien de tout garder pour soi, mais d'accepter donc limite la mort de notre personnalité étant donné qu'on intériorise. Donc phrase très importante, image importante, musique importante. Et si je peux me permettre même de rajouter un dernier élément, on a le monologue du père d'Elio à la fin du film. Je vous spoil absolument pas, juste je vous demande de mettre un point d'attention sur ce moment du film parce que c'est un monologue qui me suit littéralement tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que je me rappelle d'une phrase ou deux, ou même de l'entièreté du monologue, à chaque fois que je dois prendre une décision, à chaque fois que j'ai une peine de cœur, à chaque fois que j'ai une peine générale en fait, à partir du moment où je ressens de la tristesse, du malheur dans ma vie, je me rappelle de ce monologue et je l'applique à moi-même et c'est vraiment un apaisement que je ressens. J'ai l'impression d'être plus riche d'esprit grâce à ça. C'est aussi un film qui est extrêmement enrichissant au niveau des langues puisque les personnages y parlent italien, français et anglais, donc c'est super chouette. Je vous invite à le regarder en VO. Évidemment, je vous invite à regarder n'importe quel film en VO. Je suis Rigel Gorilla sur ce point-là. C'est un film pour lequel Timothée Chalamet a été nommé aux Oscars en tant que meilleur acteur, mais il ne l'a pas eu, tout comme pour Marty Suprême cette année. On y croit encore, de toute façon, il veut être one of the greatest et j'espère de tout mon cœur que ça ne saurait attendre, mais je crois franchement, fermement en son succès. Petit disclaimer, je suis vraiment désolée pour les espèces de moucherons, petits papillons qui volent littéralement autour de l'écran depuis tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je les ai vus, ça me perturbe tout autant que vous. Mais je vous assure que je peux pas faire grand chose malheureusement parce que si j'ouvre la fenêtre, on entend beaucoup trop la pluie à l'extérieur. Et écoutez, ça fait de l'animation. Voilà. Passons au deuxième film de cette vidéo. Spoilé depuis le début finalement mon décor, The Virgin Suicides de Sofia Coppola. C'est un film qui est sorti en 1999 mais qui se déroule dans les années 70 aux États-Unis. The Virgin Suicides, c'est un film que j'ai vu à 17 ans qui m'a fait littéralement un choc émotionnel extrêmement puissant. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, c'était une journée où j'avais pas cours. Je l'ai regardé chez moi parce qu'ils l'ont mis sur Netflix tout simplement et que je sais qu'on me l'avait recommandé et que j'adore Sofia Coppola. C'est un amour de réalisatrice, hyper sensible et
très très éveillé sur la cause des femmes et notamment des jeunes adolescentes. Et c'est ce dont le film traite, l'adolescence du point de vue féminin. Et je vous assure que ça a été un tel choc que le reste de la journée, voire même la nuit, j'avais les yeux grands ouverts et j'étais juste en mode putain mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que ça m'a hit en fait? Waouh! Donc Sofia Coppola est aussi connue pour Lost in Translation, Marie-Antoinette, qui sont des films d'une très grande qualité, pour une réalisatrice d'une très grande qualité, qui est la fille d'un réalisateur de très grande qualité, Francis Ford Coppola, que je pense on ne présente plus. The Virgin Suicide, comme son titre l'indique, c'est un film extrêmement dramatique sur l'histoire de 5 sœurs vivant dans une famille catholique très très conservatrice dans une Amérique des années 70, en banlieue de la ville de Détroit, si je ne me trompe pas. On a donc la sœur la plus avant-gardiste, jouée par Kristen Dust, qui est donc une jeune fille de 15 ans. Il faut savoir que chaque fille représente un âge de l'adolescence, donc la première 13, 14, 15, 16, 17. Elles sont toutes en train de vivre les différents levels de l'adolescence féminine et elles le représentent toutes à leur manière, évidemment sous fond de drame, puisque le film commence par le suicide de la plus jeune des sœurs. On suit leur histoire de reconstruction, leur histoire avec les garçons et le fait d'évoluer dans une société qui ne leur correspond pas, et surtout une famille extrêmement étouffante. J'en peux plus de ces petits moucherons de cons là. Une famille extrêmement étouffante, un quotidien ennuyeux, angoissant. La recette parfaite pour vous faire réfléchir longuement. En fait, je trouve que ce film est la parfaite représentation de l'adolescence féminine, c'est évident, mais surtout de l'espèce de décalage entre la mentalité d'une jeune fille et la mentalité d'un jeune garçon à ces âges-là, donc de 13 à 17 ans, puisqu'on a l'histoire qui est vue du point de vue masculin et qui est racontée par des voix off masculines, puisque ce sont en gros leurs voisins garçons qui racontent l'histoire de ces 5 filles. Ils sont fascinés par elles, mais c'est une fascination qui est propre à celle des jeunes garçons de ces âges-là, donc une fascination autour de la sexualité, de leur physique, de ce qu'elles dégagent. Et en fait, on se rend compte que ces jeunes garçons n'ont jamais essayé de comprendre qui elles étaient en tant que personnes, qui elles étaient en tant que jeunes filles qui souffraient. Je vous laisse voir le film, mais la fin est tragique et on se rend compte très rapidement que dès le début, il y a une espèce d'ingérence en fait de la part de tout le monde. Elles sont laissées seules avec elles-mêmes, entre sœurs. Personne ne vient les aider, personne ne se rend compte de la souffrance qu'elles éprouvent. Personne finalement ne les prend au sérieux parce que ce sont des jeunes filles dans les années 70 et que la société n'est absolument pas éduquée à la santé mentale des jeunes et surtout pas des jeunes femmes. Ici aussi, on est sur des images très contemplatives, très particulières, avec une lumière plutôt bleutée, voire grise même des fois, et surtout un fond musical, là aussi très important, puisque ce n'est autre que le groupe R, la French Touch, qui a composé les musiques que vous connaissez forcément, puisque High School Lovers, c'est une musique qui est aujourd'hui encore extrêmement streamée, qui est beaucoup utilisée aussi sur TikTok. Je vous invite à écouter ce groupe parce que ils font de très très belles choses et pour moi, il pouvait pas y avoir meilleur fond musical que ce groupe pour ce film. C'est un film que je recommande surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui ne l'ont pas encore vu, parce que ça va vous en apprendre sur vous-même, vous allez vous sentir comprise, vous allez vous sentir entourée finalement par ces 5 sœurs, et surtout relativiser et vous dire que votre vie elle est pas si terrible, parce que quand vous regardez les sœurs Lisbonne, vous avez vraiment pas envie d'être à leur place. Mais j'invite aussi les jeunes garçons ou les hommes tout simplement à voir ce film parce que ça va vous permettre de pénétrer un petit peu dans ce qu'est la vie d'une jeune femme dans ces âges-là. Peut-être aussi une période où vous avez eu l'impression de pas trop nous comprendre, pas trop être en phase avec nous. Et ce film dépeint très bien le décalage entre vous et nous à l'époque. Et vous allez peut-être expliquer certaines choses un petit peu floues qui vous sont arrivées à ce moment-là avec les filles, que ce soit amoureusement, amicalement ou même dans votre famille. Donc je vous invite vraiment à regarder ce film avec une grande attention et surtout une grande tendresse parce qu'il le mérite. Je vous ai parlé jusqu'ici de films qui sont plutôt psychologiques, centrés surtout vers les jeunes. Maintenant, on va parler d'un film d'horreur, mais d'une horreur que je considère comme alternative.
Moi je suis une grande fan de films d'horreur, j'en regarde très souvent, presque tous les jours. J'essaye vraiment de varier ma culture cinématographique au niveau horreur parce qu'il me manque encore des tas de choses à voir. Et là, je me suis intéressée quand j'avais peut-être 15-16 ans à Ari Aster, qui est aujourd'hui réalisateur que je respecte et que j'aime de tout mon cœur. Ari Aster qui est aussi connu pour Hérédité et Boys Afraid. Hérédité que je vous conseille à 200%, que j'ai vu très récemment. C'est un plaisir littéralement d'horreur psychologique, visuel. C'est trop beau. Mais on est là pour parler de Midsommar. Midsommar qui est sorti en 2019, qui traite de l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Dani, jouée par Florence Pugh. Florence Pugh est excellente dans ce film, littéralement son rôle est incarné à la perfection. Le film démarre sur la perte de ses parents, tuée par sa propre sœur qui s'est elle-même suicidée par la suite. Dani, c'est une femme brisée, elle n'a plus rien autour d'elle, elle n'a plus de repères, son seul repère c'est son petit copain qui, on va très vite s'en rendre compte, est absolument pas adapté à la situation, est toxique. Le film se déroule dans un village de Suède, étant donné que son petit copain l'amène en Suède avec des amis à lui, puisqu'il s'est senti, entre guillemets, obligé d'inviter Dani à cause de sa souffrance actuelle et non pas parce qu'il est amoureux d'elle. Et c'est un village sectaire. Voilà, c'est un film d'horreur sur une secte. On s'en rend très vite compte des agissements et des comportements très très spéciaux des personnes présentes sur place. On est sur un film d'horreur très très spécial et c'est pour ça peut-être qu'il m'a autant marqué et plu, parce que c'est un film qui est littéralement dans le jour à 90% du temps. On est dans le jour, le plein soleil, les plantes, les fleurs, le vert, les couleurs. Ça n'a absolument rien d'un film d'horreur classique qui est plutôt dans la nuit, sombre, etc. Là, on est sur une ambiance sonore plutôt joyeuse, un climat plutôt joyeux, et malgré tout, une horreur glaçante. Sachez que vous pouvez deviner l'histoire à travers plusieurs éléments glissés de manière assez subtile dans le générique du film ou encore dans les premières minutes. Je vous laisse faire la découverte par vous-même, je vous en dis pas plus. Parlons maintenant de Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, c'est un film sorti en 1999 par le grand, le célèbre, le superbe Stanley Kubrick. On ne le présente plus, mais je vous le présente quand même, puisque c'est le réalisateur de films que j'aime de tout mon cœur, comme Orange Mécanique, 2001 l'Odyssée de l'espace, The Shining ou encore Full Metal Jacket. C'est littéralement des classiques considérés horreur, pas horreur, on sait pas trop, c'est particulier, on est plutôt dans des thrillers psychologiques, à part pour Orange Mécanique et Shining où là je pense qu'on est plus dans les codes de l'horreur. C'est un film qui met en scène Tom Cruise et Nicole Kidman, qui sont en couple d'ailleurs au moment du film, et qui jouent donc un couple dans le film. Tom Cruise joue le rôle d'un médecin qui a une très belle situation financière. Ils vivent à New York dans une belle maison et participent à de très belles soirées entre médecins, donc des groupuscules fermés réservés à l'élite de New York. L'histoire se centre donc autour du couple de Kidman et de Tom Cruise qui rencontrent une phase d'incompréhension et de mensonge, de perte de confiance entre les deux. Et une nuit où Tom Cruise va essayer de sortir de chez lui pour aller changer les idées, marcher un peu, réfléchir à une révélation que vient de lui faire sa femme. Et c'est au cours de cette espèce de petite promenade nocturne qu'il tombe sur un ami de la fac qui lui dit je dois aller jouer du piano dans une soirée très très privée, réservée à l'élite, des gens vraiment du haut du panier. Il y a même des personnes politiques, des personnes connues, mais la particularité c'est que j'ai les yeux bandés à cette soirée, que tout le monde est masqué, que j'ai pas le droit de connaître ni le lieu ni l'identité de la personne qui m'embauche. Je prends juste mon cachet à la fin et je me casse. Évidemment, ça réveille la curiosité de notre Tom Cruise qui donc va tout simplement suivre son ami et débarquer dans une soirée, encore une fois, sectaire, puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup dans les films d'horreur. Une soirée qui ressemble littéralement à un rituel satanique. C'est un film pour moi qui est unique en son genre, parce qu'il aborde le sujet des élites et des soirées privées de manière extrêmement visionnaire à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore d'affaire Epstein ou de P. Diddy. On est juste dans
la tête de Stanley Kubrick qui avait déjà deviné à l'avance littéralement ce qui nous attendait, la nature des soirées privées d'ultra riches ou même d'élite, donc de personnes qui sont censées être de confiance comme des médecins qui font en réalité des trucs de fous furieux. Et c'est un film qui a reçu une critique assez controversée étant donné que ça ne plaisait pas aux ultra riches de voir littéralement leur vie à l'écran comme ça, à peine romancée. Je vous assure, quand vous voyez le film, vous vous dites ok, c'est comme ça que ça se passe, mais en réalité, on est loin, loin, loin des horreurs qui se passent dans l'affaire Epstein. Donc vraiment, c'est un bijou de Kubrick. Moi, c'est mon préféré de lui, vraiment. Je suis très très fan, je l'ai vu plusieurs fois. Mon amour pour ce film ne cesse de s'accroître. Et on va maintenant parler d'animation japonaise et peut-être du deuxième film le plus important de ma vie que j'ai vu quand j'avais 6 ans, c'est Le vent se lève d'Hayao Miyazaki. Faut savoir déjà que les films du studio Ghibli, c'est toute ma vie, absolument toute ma vie. D'ailleurs, on peut en voir quelques images juste derrière moi. C'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, que ce soit les musiques des films, les personnages qui me parlent finalement, ou bien les valeurs prônées par le réalisateur, que je trouve inspirantes, touchantes au possible, parce que ce sont toujours des fables d'amour, de respect, de tolérance, d'humanité, très 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 centrées autour de la nature, du bien-être animal, du bien-être général de la terre, prendre soin de ce qu'on a, prendre soin des moments partagés, et je trouve que ce sont tellement des belles valeurs en fait à transmettre aux enfants puisque c'est de l'animation, mais surtout surtout à rappeler aux adultes. Rêve, c'est un film qui est sorti en 2013 et qui est donc l'avant-dernier film d'Hayao Miyazaki. C'est celui qu'il considère comme son plus personnel puisqu'il parle d'un sujet très très sérieux. C'est comme une sorte de biopic finalement, comparé à ses autres films qui sont beaucoup plus dans le fantasme, l'irréel, le conte. Là, on est dans du réel, mais fantasmé évidemment, sinon c'est pas un Miyazaki. On suit donc la vie de Jiro Rikoshi, qui est un ingénieur aéronautique qui voulait à la base être pilote, mais n'a pas pu à cause de sa mauvaise vue. Lui aussi était très myope. On est dans sa tête, on est dans sa vie et dans son rêve de devenir ingénieur, son amour des avions, son amour de l'aéronautique, du ciel, de l'ingénierie en général. On est dans les années 1910, à l'aube de la Première Guerre mondiale et surtout des avancées technologiques japonaises qui font la course contre les États-Unis ou encore des pays européens comme l'Allemagne. On est sur un film qui possède des visuels magnifiques, littéralement, comme tous les films du studio Ghibli, mais celui-là plus particulièrement. Jiro Rikoshi vit une histoire d'amour qui tourne au drame. Un film qui fait pleurer, ça c'est sûr. Moi j'ai beaucoup pleuré au cinéma quand je l'ai vu et j'ai dû le voir lui aussi une dizaine de fois. Je pleure à chaque fois, littéralement je me fais avoir à chaque fois alors que je connais parfaitement l'issue de l'histoire. Mais c'est un film qui au fil du temps ne me fait pas que pleurer pour sa dramaturgie, mais également pour la beauté des musiques, la beauté des images, des dialogues. Et là je vais vous parler de la VF qui est très très belle. La version française de ce film est vraiment superbe. Et je le dis parce que pour moi, les studios Ghibli, c'est mon enfance, mon adolescence, et donc des époques où je regardais les films en français, forcément. Donc j'y suis très attachée, c'est vrai. Je ne peux pas parler de ce studio ou d'Hayao Miyazaki sans parler de Joe Hisaishi, qui est le compositeur favori, le compositeur maître d'Hayao Miyazaki. C'est son ami dans la vie et son partenaire de travail le plus dévoué, puisque c'est lui qui a fait la musique d'absolument tous ses films. Je pense notamment à la musique du château ambulant, qu'on connaît très 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 bien. Les musiques du vent se lève, elles sont bien moins connues, à l'image même de ce film, qui est le moins connu finalement de Miyazaki, alors que pour moi c'est le plus beau. Mais justement, je pense qu'il est réservé à un public plus adulte, plus sensible, qui est prêt finalement à voir la réalité plus qu'à rêver. Et pourtant, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de rêverie et je vous invite à le prendre comme ça. Ne vous dites pas que vous allez voir un documentaire, c'est absolument pas le cas. On est dans la tête de Jiro Horikoshi et il est l'image de toutes ces personnes passionnées qui ont un rêve, qui sont prêtes à tout pour y arriver, qui sont des personnes rêveuses, des personnes créatives, surtout des personnes sensibles à ce qui les entoure. On arrive déjà au dernier film de cette vidéo. Je finis donc avec Fantastic Mr. Fox, qui est un film de Wes Anderson, sorti en 2009 et d'après l'œuvre de Roald Dahl, qui est un auteur qu'on connaît bien.
un auteur jeunesse qui a écrit par exemple Charlie et la chocolaterie ou encore Mathilda. On est sur un film encore une fois d'animation, mais cette fois-ci d'animation très particulière puisque c'est du stop motion. J'ai un amour particulier pour les films de stop motion, mais celui-là est de loin mon préféré. Je pense notamment à Wallace et Gromit ou encore Coraline, voire même Chicken Run. Mais celui-là est vraiment mon préféré. C'est juste un bijou. On y suit l'histoire de Fantastic Mr. Fox, qui est donc un renard vivant dans un trou avec sa femme et son fils. C'est un ancien voleur qui s'amusait à piller les fermes autour de son trou, qui donc sont dirigées par des humains et des hommes, en particulier très dangereux pour les renards et tous les autres animaux vivant autour de chez lui. C'est un renard qui en a marre de vivre dans un trou, et vous connaissez sûrement cette petite phrase qui a plutôt bien percé à son sujet. I don't want to live in a hole anymore. It makes me feel poor. Il est donc contraint par ses propres pulsions de reprendre le vol, et grâce à ce qu'il a volé, d'acheter un arbre pour vivre avec sa famille. Sa soif de vol et de liberté va le conduire à une grande catastrophe. C'est un film de Wes Anderson, bien connu pour The Grand Budapest Hotel ou plus récemment Asteroid City. Un réalisateur connu pour son esthétique colorée, très particulière. Mais c'est un réalisateur qui, à travers Fantastic Mr. Fox, aborde des tas de sujets humains profonds, psychologiques profonds, comme la soif de réussite, le besoin d'avoir plus et de ne pas se réduire à la condition à laquelle on nous réduit de par notre place dans la société. Une ode finalement à la nature, aux animaux et à l'aspect que nous, humains, avons vis-à-vis des animaux un peu nuisibles que l'on chasse notamment, comme le renard ou encore le blaireau et les taupes. C'est un très beau film destiné aux enfants à la base, mais que je trouve d'une maturité et d'une beauté absolument sans nom. C'est trop beau, c'est sensible, c'est doux, c'est drôle également, et c'est surtout doublé par les superbes voix de George Clooney et Meryl Streep. C'est comme ça que l'on clôture cette vidéo, il fait déjà nuit. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi parce que j'ai pris un plaisir fou à vous partager ma passion. J'espère que ça vous a touché ou donné envie de voir ces films, peut-être de vous y intéresser de manière un petit peu plus avancée. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour les 60 abonnés qui sont arrivés dès le moment où j'ai posté ma première vidéo. Au moment où je vous parle, ça fait à peu près 7 heures qu'elle a été postée. 60 abonnés, ça peut paraître peu, mais pour moi c'est vraiment énorme. Genre je m'imagine 60 personnes juste devant moi en train de m'écouter parler et ça me fait super chaud au cœur. Donc je suis trop heureuse et c'est que le début finalement de cette espèce d'aventure, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, merci mille fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. I think the way you walk, the way you